ignorer le contexte international. De toute façon, les discussions qu'on a actuellement sont complètement anachroniques. C'est-à-dire qu'on est passé dans un nouveau monde, dans le même nouveau monde qu'on a eu lorsque on a eu un débat post et avant Covid. Si vous vous rappelez bien, avant le Covid, le président de la République avait proposé une réforme des retraites qui était populaire auprès de 50 à 60% des Français. Après le Covid, sa réforme des retraites était impopulaire. Maintenant, nous sommes entrés dans un nouveau monde et forcément, les gens se posent de nouvelles questions avec un nouveau paradigme, avec des priorités qui ont complètement changé. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas de savoir si on va partir à la retraite à 65 ou 62 ans, c'est de savoir si on sera en capacité de pouvoir protéger les frontières européennes et de nous protéger notre intégrité territoriale et même la vie des Européens face à une menace russe que personne ne peut nier à l'heure actuelle. Et donc, moi, je pense que de manière très concrète et de manière très claire, il faut le dire très clairement auprès des Français, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'économie de guerre, il n'y aura pas de réarmement pour passer d'un PIB de défense à 3,5 ou 4% du PIB en pensant à la retraite à 60 ans avec la semaine de 4 jours et 30 heures par semaine de travail. C'est quasiment impossible. De la même manière que des gens essayent de promouvoir une économie de guerre claire. Il n'y aura pas d'économie de guerre ou de chars écologistes, il n'y aura pas d'avions écologistes, ça n'existe pas ça. Et donc je pense que les Français ont un minimum de conscience et comme ils ont eu un choc avec le Covid qui a été une forme d'effet catharsique, ils auront le même choc avec ce qui s'est passé actuellement. Lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, on voit qu'on est entré dans un nouveau monde. Les États-Unis, qui étaient nos alliés historiques, quasiment plus de 200 ans d'alliance, parce que c'est nous qui avons aidé à la création des États-Unis, aujourd'hui se détournent de nous. La Russie, qui menaçait uniquement la frontière ukrainienne, désormais menace éventuellement d'autres pays européens. Peut-être les pays baltes, peut-être la Roumanie avec ce qui se passe lors des prochaines élections et peut-être la Pologne. Je pense que les débats qu'on a font complètement changer la donne et je pense que beaucoup de Français se poseront même les questions inverses. C'est quel sacrifice on va faire pour financer l'économie de guerre? Est-ce qu'il faudra peut-être travailler plus longtemps au cours de la vie et peut-être travailler plus longtemps au cours de la semaine? Une réaction, parce que c'est quand même des milliards, il faut quand même les trouver, mais justement, même s'ils sont votés ou décidés. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans les détails. Ce que propose la Commission européenne est basé sur deux choses. Un, c'est 150 milliards d'euros de prêts et le reste, c'est que ils autorisent les États à dépenser 1,5 point de PIB de plus pour s'endetter davantage. Or, le problème de la France, ça a été rappelé justement, c'est que la France dépassait déjà les 4,5% éventuellement du traité corrigé de Maastricht pour dépasser en fait les traités de convergence. Donc on était déjà au-dessus. Donc il faut quand même trouver de l'argent. Le deuxième point, moi je trouve qu'il y a une difficulté dans ce type de raisonnement, c'est qu'on ne dit pas quel type d'économie on ferait. Or, il y a un sujet essentiel à l'heure actuelle, c'est que les taux d'intérêt ont explosé. Le taux d'intérêt actuellement de la France est supérieur à la fois au taux de croissance et également au taux d'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, emprunter aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'au moment du Covid. Et c'est pour ça que beaucoup d'économistes disent que c'est impossible d'envisager un quoi qu'il en coûte militaire parce qu'en fait, ce serait endetter les générations futures à un prix qui est exorbitant de la mesure où aujourd'hui la dette est très chère. Enfin, dernier point, sa situation des finances publiques. On a actuellement 3 300 milliards d'euros de dette, ça a été rappelé précédemment. L'année dernière, 6% de déficit et aujourd'hui peut-être 5,4 ou 5,5 de déficit. Ça représente 150 milliards d'euros. Donc les Français, de toute façon, devront trouver des manières de financer cet effort supplémentaire. Moi, je pense que le sujet qui va être posé, notamment qui change complètement le paradigme, c'est comment on fait porter les efforts. Est-ce que c'est à travers l'impôt ? L'endettement, moi j'y crois très moyennement, ou sinon c'est à travers des économies supplémentaires, donc ça veut dire qu'on décide d'allouer de certains budgets qui étaient alloués à d'autres ressources, davantage vers la défense et sur quoi on se dirige. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce qu'il y a un sujet qui est très intéressant, un chiffre qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que la réforme des retraites était très impopulaire au moment où Macron l'a fait adopter en 2023? C'est parce que l'ensemble des actifs étaient contre la réforme alors que les retraités étaient pour la réforme. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question aux Français, notamment aux moins de 30 ans, est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans l'armée si la France est attaquée? Il y a 50% d'entre eux qui se portent volontaires. Donc on voit déjà qu'il y a un début de paradigme qui fait que le passage de Donald Trump de l'autre côté et la menace ukrainienne fait que les gens commencent à faire évoluer davantage leurs perspectives. Ils sont prêts à faire davantage de sacrifices pour leur pays et je pense qu'on peut leur demander des efforts supplémentaires à tout le monde pour financer cette économie de guerre. Et alors, William T? Oui, en fait, pour que l'économie de guerre profite à l'économie, il faut bâtir une règle qui est simple. C'est que pour que ça marche, il faut produire français, embaucher français et consommer français. Et si vous ne pouvez pas le faire, il faudra produire européen, embaucher européen et consommer européen. C'est la seule condition pour que la France et l'Europe puissent se sortir de cette situation. Alors actuellement, c'est bénéfique pour les Européens. D'une part, ça accomplit un objectif qui est stratégique. Ils ont besoin de bâtir un certain nombre de matériel pour faire face à la Russie. Pourquoi? Si vous regardez en chiffres très concrets, la Russie a plus d'avions de combat que tous les pays européens réunis. La Russie a plus de chars de combat et de véhicules de combat que tous les pays européens réunis. La Russie a plus de navires de combat que tous les pays européens réunis. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, on sera en situation difficile. Donc on a besoin de combler ce gap. Or, pour combler ce gap, il faut produire du matériel. Et pour produire du matériel, ça remplit deux conditions. D'une part, c'est ce que vous citez, c'est les questions d'économie de guerre. Donc c'est centré sur l'industrie de défense. Or, ce que les gens oublient,
c'est que l'économie de guerre ne se concerne pas uniquement les industries de défense. Lorsque Franklin Delano Roosevelt se met en économie de guerre, il y a tout l'appareil industriel américain qui se met en marche. Donc vous avez besoin d'un certain nombre de choses. Pour bâtir des tenues, parce qu'on aura besoin de plus de soldats, il faut bâtir des tenues, il faut créer des uniformes. Pour créer des uniformes, ça suppose de relancer les industries textiles. Pour également lancer les industries dites de véhicules, il y a non seulement les véhicules militaires, mais vous avez tout le réseau de PME et de TPE qui vont en fait bâtir toutes les petites pièces et tous les autres véhicules qui seront nécessaires à la métallurgie et qui vont pouvoir relancer. Donc non seulement ça relance les industries de défense, mais il y a un ensemble de réseaux économiques qui vont pouvoir en bénéficier. Donc c'est toute l'économie française qui va en bénéficier. Il y a deux exemples qui se sont marqués. C'est pour ça qu'Éric Heyer dit qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Vous avez soit quand votre pays est attaqué, donc c'est le cas notamment de la France de la Première Guerre mondiale, ou c'est le cas de Zelensky actuellement, et vous passez effectivement non pas à 4% de PIB sur la défense, vous passez davantage à 20 points, 30 points actuellement, comme c'est le cas de l'Ukraine. Nous, ce qu'on fait plutôt, c'est ce qu'a fait Ronald Reagan dans les années 80, c'est-à-dire qu'on est en train de se réarmer pour pouvoir dissuader la Russie de nous attaquer. Et donc, quand vous regardez les effets économiques sur les États-Unis de Ronald Reagan, ça a ouvert une prospérité sans nom, parce que notamment, les États-Unis sont rentrés en grande période de croissance grâce à son passage, entre guillemets, en économie de guerre. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Nous, dans notre équipe, il y a des gens qui ont travaillé sur l'économie de guerre, ils sont plusieurs à travailler dessus, et en fait, ils ont calculé plusieurs choses. Pour arriver à un cycle optimal d'économie de guerre, il faut entre 7 et 9 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la France a beaucoup de retard structurel sur des secteurs qui sont clés. Notamment parce qu'en fait, on se concentre uniquement sur l'industrie de défense. Mais sur l'industrie de défense a besoin en fait, de son réseau de PME et de TPE, et on a beaucoup de manques. Premièrement, on a un problème dans les cycles de production. On ne maîtrise pas toute la chaîne de production de l'ensemble des points. Le Rafale, c'est vrai, c'est maîtrisé complètement, mais tous les autres points ne sont pas maîtrisés complètement. Donc, il faut recréer les chaînes de valeur et les chaînes de production. Deuxième point, c'est qu'on a un manque de savoir-faire. Sur certains points clés, on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez formé de gens pour pouvoir en fait former et arriver à un niveau de production qui est très élevé. Donc, vous avez besoin de former des gens qui durent 4, 5, 6, 7, 8 ans. Donc, en fait, ces gens-là vont mettre du temps à arriver à un cycle d'économie de guerre le plus optimal. Dernier point, c'est qu'en fait, on a des secteurs industriels qui sont complètement ravagés depuis les années 80, notamment par le phénomène qu'on appelle de désindustrialisation. Notamment, on a besoin de raffinage de bois, on a besoin d'industries qui sont vraiment très, très spécifiques pour avoir une économie de guerre complètement autonome. Parce que lorsqu'on parle d'économie de guerre, ça veut dire que la France, pour arriver à l'autonomie stratégique promise par le président de la République, il faut qu'on soit dépendant que des Européens, soit dépendant que des industries françaises. Or, pour arriver à là, il faut arriver à maîtriser complètement la chaîne de production. Et il y a beaucoup de chaînes de production qui ont été délocalisées vers les pays étrangers ou vers les pays émergents. Et donc, pour relancer tout ça, au plus tôt, ça prendrait 3 ans. Et normalement, dans un scénario optimal, c'est entre 7 et 9 ans. Pour citer juste par un exemple, il y a 2 programmes qui ont été faits d'économie de guerre qui ont fonctionné parfaitement. Le premier, c'est le plus connu, c'est le Victory Programme de Franklin Delano Roosevelt. Lorsqu'il arrive au pouvoir, notamment, et lorsqu'il lance la Seconde Guerre mondiale, il a 500 000 soldats qui sont tellement sur le pied de guerre. Il en forme 11 millions en 3 ans. C'est la prouesse de l'histoire. Est-ce que c'est une idée Alors, il y a 2 points. Il y a un point qui est juridique et un point qui est financier. Sur le point juridique, en fait, on a déjà créé un livret de défense, enfin un livret spécifique à la défense, mais il a été retoqué par le Conseil constitutionnel en 2023 en disant qu'il était contraire à la Constitution et donc il fallait revoir le périmètre, notamment sa création et ses conditions d'élaboration. Sur le deuxième paramètre, sur la question financière, il y a 2 sous-questions. La première, c'est en fait à quoi vous le destinez spécifiquement. En fait, à quoi vous sert à financer spécifiquement le livret A ? Est-ce que ça sert à financer des entreprises de défense et donc vous les attribuez spécifiquement aux PME, TPE, ETI et les grandes entreprises spécifiques sur la défense, ou est-ce que vous l'utilisez sur le budget national ? Or, actuellement, le livret A est déjà fléché sur des choses qui sont très concrètes, c'est-à-dire le développement durable, etc. Donc, ça veut dire de retirer cet argent vers ces destinations pour l'affecter sur la défense. Et sur la question du surplus, c'est qu'en fait, c'est une question de rendement financier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'État accepte de ne pas voir une partie de ses recettes fiscales aller dans les livrets A. Donc, c'est-à-dire ce qui gagnerait éventuellement en livret A, il le perdait en recettes fiscales. Or, l'État est quand même attaché à recouvrement d'impôts. Alors, de l'affecter dans des usines désaffectées ? Non, en fait, si on passe véritablement en économie de guerre, normalement, on doit mettre ça. L'économie de guerre, ça passe sur 3 principes. Le premier, c'est que l'État a le contrôle de l'économie et contrôle les chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire que l'État peut réquisitionner un certain nombre d'usines pour en fait les réaffecter en disant que les principes économiques ne tiennent plus aussi longtemps. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on peut mettre en place des mesures dites exceptionnelles, donc qui va à l'encontre des lois économiques ordinaires, pour faire maintenir des sidérurgies ou des entreprises, pour les faire travailler davantage. Or, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'est pas vraiment en économie de guerre. En fait, on a une sorte d'entre-deux, entre un pays qui va bientôt être en guerre et un pays en fait qui augmente ses dépenses militaires pour préparer la paix. Et c'est complètement 2 choses différentes. Parce qu'en fait, toutes les mesures que je vous annonce, c'est des mesures en fait qui ont été faites par Franklin Delano Roosevelt, qui était en guerre contre l'Allemagne nazie et le Japon, qui ont été faites par la France lors de la Première Guerre mondiale. Mais actuellement, la France n'a pas de menace à ses portes. Or, ces principes-là
suppose en fait un laps de temps qui soit assez court en termes de temporalité pour pouvoir être accepté par la population. Si c'est un temps qui est amené à être duré, par exemple, si c'est dans le cadre d'une guerre froide, par exemple, qui est amené à durer 50 ans, en fait, ces principes ne tiendraient pas parce que si ces usines en fait ont été fermées ou si ces usines en fait ne fonctionnent pas actuellement, c'est que soit elles n'étaient pas rentables, soit elles n'avaient pas d'ouvriers, soit elles n'avaient pas de modèle économique.